Bienvenue sur Belgocom 21 TV. Au sommet de cette émission, le coup d'État au Niger, la rage anti-française. Du Niger à Bamako, en passant par Ouagadougou, la France-Afrique connaîtrait-elle ces derniers moments? Pourquoi la France est rejetée par les Africains? Des discours de mépris. Nicolas Sarkozy, je cite, « L'homme africain n'est pas assez rentré dans l'histoire. » Macron à Ouagadougou, c'est le travail du président d'électrifier les universités du Burkina. Du coup, il s'en va réparer la climatisation. Le chef de l'État, vous vous souvenez, était sorti de la salle. Kinshasa, mars 2023. Le président Félix Tshisekedi n'a pas laissé passer. Yaoundé, juillet 2022. Son Excellence Koblia met les points sur les i. Quand ce mandat arrivera à expiration, vous serez informé si je reste ou je rentre au village. La France n'a pas écouté les Africains. Pour cette émission, je suis accompagné de Rostand Thieleux et Toga Messina, notre correspondant maison. Bonsoir, monsieur Rostand Thieleux. Bonsoir. Bienvenue sur Belgocom 21. Monsieur Toga, merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir et merci une fois de plus de la confiance que vous avez mis en moi. Une énième coopération française mise en mal par le coup d'État militaire dirigé par le général Mohamed Bazoum, qui est arrivé au pouvoir, qui dernièrement a fait un coup d'État au Niger. Le coup d'État au Niger profite à qui? Qui est derrière ce coup d'État? Je dirais, si on observe ce qui se passe sur le terrain, au regard des manifestations de la population, les drapeaux qui sont brandis, on pourrait naturellement affirmer que c'est la Russie qui tenterait d'être derrière le coup d'État, mais sauf que c'est nier ici la détermination des peuples africains à vouloir connaître une réelle indépendance. À ce moment-là, l'analyse qu'on pourrait donner serait alors que les Africains sont eux-mêmes derrière ce qui se passe parce qu'ils ont à cœur de connaître eux-mêmes le goût d'une certaine indépendance. Et ma foi, je pense que le Niger a mené à bien ça. C'est pas encore une révolution, mais a tenté de mener une révolution qui permettra à ce pays-là de connaître, n'est-ce pas, une indépendance en dehors du giron de la France-Afrique. Monsieur Thieleux. Moi, je ne suis pas, comment dire, un grand complotiste. Je pense que ce coup d'État profite de ce que j'en vois avant tout à la population au Niger elle-même. Pourquoi je dirais ça? D'abord, en observant effectivement ce coup d'État, je le dis qu'on condamne double ou pas, ma surprise a été de ne voir personne aller défendre le président démocratiquement élu, mais plutôt de laisser faire les putschistes. Donc à laisser faire les putschistes, ça veut dire que la population, de manière implicite, on peut appeler ça comme une façon d'adouber le coup d'État. Voilà tout ce que je peux dire. Donc j'en profite d'abord aux Nigériens. En effet, on est dans un monde, dans un monde global, enfin mondialisé, où il y a des enjeux de pouvoir qui se jouent dans divers blocs. Donc on sait aujourd'hui que l'Afrique, c'est le cheval de bataille un petit peu des grandes puissances. Et nous sommes quand même des États très jeunes. Donc ça ne fait qu'une soixantaine d'années que nous avons les indépendances. Donc pour certains pays, on n'a connu qu'un ou deux présidents, donc on n'a encore pas assez dessiné un petit peu une politique africaine. Donc on a toujours évolué un petit peu, je dirais, en roue libre sur ce qu'après les années d'indépendance, les colons avaient mis pour qu'on puisse un peu continuer. Je rappellerai simplement une réalité ici, j'aime bien les chiffres, c'est qu'il ne faut pas oublier que l'Afrique, c'est près de 70% de jeunes. Il ne faut pas oublier que ces jeunes, ça boue pour le moment. Ça boue pour le moment vraiment. Donc, nos chefs d'État, pour le moment, doivent plutôt, je pense, prendre ça comme un atout pour essayer un petit peu de peser à l'échelle mondiale. Parce que vous savez que quand on parle d'un régime démocratique, si on est soutenu par le peuple, on a déjà gagné d'avance le combat. Donc voilà un petit peu comment moi j'ai eu le coup d'État. C'est vrai que nous sommes dans un monde où chaque puissance a ses intérêts, même l'Afrique aussi a ses intérêts dans ce monde-là. Chacun, je vais dire, regarde ça avec appétit et essaie de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut tirer le marron du filet. C'est souvent trop facile, après coup, de venir faire croire que c'est quelqu'un qui a organisé le coup d'État. Et comme moi j'ai vu la chose, c'est sûrement les Africains qui ont organisé ce coup. Quels sont les enjeux après le Burkina Faso?
Ben, les enjeux ils sont énormes, Il y a d'abord les enjeux au niveau interne et maintenant au niveau mondial. Et quand vous regardez l'ensemble des puissances qui veillent à ce que ce coup d'État soit, je dirais, exclu dans le giron des putschistes, vous voyez les États-Unis qui peinent à se découvrir, mais ils sont dans le coup. Vous avez la France qui voit ici ses intérêts sur l'ensemble des 14 pays qui gèrent le franc CFA, cette monnaie coloniale, être mis hors d'état de nuire. Et vous avez la Russie qui tente de faire une percée sur le continent. Donc tout ça réuni montre que le coup d'État dans le giron de la France-Afrique ne peut que porter du côté des Africains parce qu'on est là en quête de quelque chose qui nous a été refusé depuis fort longtemps. Et donc, à qui profite? Je dirais d'abord aux Africains. Et maintenant, quand on est indépendant à ce moment-là, on a la possibilité ou la latitude de donner des horizons aux différents besoins que nous pourrons poser sur le monde, à savoir que si on a la volonté de vendre notre uranium dont on récolte 35% de notre uranium, pas les 1% que la France laissait à ce pays qu'est le Niger, sans toutefois construire ne fût-ce qu'une centrale qui gère la transformation de cet uranium-là sur le territoire nigérien. Vous voyez que de 60 ans à nos jours, la France a toujours pillé, sans toutefois considérer les besoins même énormes de ce continent-là. Mais on va vous parler des ADD, ADF, aide au développement, et j'en passe. Et donc, à qui profite ce coup d'État? C'est aussi aux populations, comme dirait mon confrère sur le plateau, aux populations, dans le sens où c'est un éveil de conscience qui permet de redonner, même déjà à nos militaires, une nouvelle vision de ce que le continent porte. Parce que quand ils vont dans les formations militaires au niveau de l'Hexagone, on leur apprend la gestion militaire sous le prisme de l'Hexagone, sans toutefois maîtriser les intérêts que pourraient constituer leurs différents pays. Et donc, les généraux à la tête de ce putsch-là ont à cœur de porter aux destinées de ce pays-là, de remettre le Niger sur les rails, parce qu'ils ont des dernières nouvelles, condamné, intenté un procès contre le président démocratiquement élu, entre guillemets. Les enjeux, je voudrais avoir un peu les enjeux, monsieur Thiel, parce que derrière ça, vous avez le Burkina, une locomotive, la SCA, la locomotive de ce nouvel le coup d'État en Afrique. Quels sont vraiment les enjeux Vous savez, il faut souvent faire le lien de causalité, donc ne pas regarder que le coup d'État, regarder les raisons du coup d'État. C'est ça qu'il faut regarder toujours. Donc, mais par contre, ce qui peut inquiéter ou ce qui peut réjouir, ça dépend si on pense ça comme une peur ou alors je vois ça plutôt comme une opportunité pour l'Afrique, c'est qu'il y a plusieurs pays, donc le Niger n'est pas exempt, on a eu le cas du Burkina comme vous venez de dire, on a eu le Mali, on a eu la Guinée, et on se rend compte que beaucoup de pays rentrent dans cette ère où des gouvernements démocratiquement élus tombent, et à chaque fois que ces gouvernements tombent, on n'a pas la population derrière pour sauver ce pouvoir. Et on doit s'interroger comment ça se fait que quelqu'un qui a été élu démocratiquement, une fois qu'il est en difficulté, ses propres électeurs ne vont pas le sauver. Mais par contre, à double coup d'État. Donc, je pense ici, en ce qui me concerne, que, bon, ce qui se passe en fait, je vois ça toujours en termes générationnels. Regardez un peu l'âge des leaders, à part notre représentant ici du Niger qui est un petit peu un âge moins avancé, mais la plupart des leaders du coup d'État sont des gens jeunes. Ils sont aussi jeunes que nous, pour certains plus jeunes que nous. Donc c'est un peu de génération. Et on sent, je dis, une Afrique qui bouillonne, qui se pose, qui s'interroge, qui veut quelque chose de nouveau. Et je pense que, contrairement à ce que notre panéliste dit ici, la France-Afrique, ce n'est que de la littérature, ce n'est que de ce que j'appelle des grands mots. Les grandes puissances devraient plutôt voir ça comme une opportunité, peut-être redistribuer les cartes, revoir un petit peu les collaborations dans les pays, parce que ce qui est sûr, quels que soient les leaders qui sont autour de l'Afrique, ils ne peuvent pas s'enfermer. Il va falloir collaborer dans le monde, et c'est là que chacun doit essayer de dire, tiens, on pourrait relire ça, redéfinir nos politiques de coopération, redéfinir peut-être un petit peu la façon dont on gère le monde, et peut-être même réinterroger la démocratie.
est-ce que cette démocratie est bonne pour ces pays-là ou pas? Est-ce que l'Afrique ne peut pas se dessiner à elle-même un modèle économique, social de développement qui avant tout prendra en compte les priorités, les priorités qui sont celles qui sont africaines, c'est-à-dire l'Afrique, pour moi, je peux dire ça ainsi, c'est une opportunité parce qu'elle a l'avantage de ce que le dernier a souvent. Vous savez, quand on a eu les GSM qui sont arrivés, comme il n'y avait pas les télécoms en Afrique, ben les GSM africains étaient plus performants et les Africains sont mieux saisis parce qu'ils avaient l'avantage du retardataire. Et c'est pareil ici pour ce qui se passe. Donc si ces jeunes populations, ces jeunes leaders prennent quelque chose, ils auront plutôt intérêt à redéfinir une propre politique africaine, à remettre la priorité africaine, par exemple le cas avec le Covid, ou le Covid, qui nous a dit que le Covid est une priorité par rapport au paludisme, par exemple. Le paludisme reste une priorité en Afrique, donc l'Afrique doit se saisir ses propres problèmes. Et je pense que ces poutistes-là, appelons ça comme on veut, s'ils prenaient cette direction de redessiner une politique africaine, comme l'a fait le général de Gaulle en France, n'oubliez pas que le général de Gaulle en France, c'était un militaire. Il n'a pas dit qu'il a fait un coup d'État, il n'était pas loin. Et quand il a pris le pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé la 5e République, dans laquelle nous sommes toujours aujourd'hui. Donc c'est un petit peu ça que je dis. On allait d'une démocratie, mais finalement, l'élection, les problèmes qui minent le Niger pourraient être réglés par les élections démocratiques. Mais non, c'est son coup d'État qui vient régler ces problèmes-là. Je serai en porte-à-faux avec ce que mon analyste vient de dire. La France-Afrique, c'est une question internationale, ce n'est pas un rêve pieux. Il y a toute une littérature là-dessus, des travaux scientifiques là-dessus. Et donc on ne saurait qualifier cela d'un revers de la main comme quoi ça n'existerait pas. Mais sauf que la France-Afrique existe avec les focards et tout ce qu'ils ont fait sur le continent africain qui s'est remodelé au fur et à mesure que le temps avance. Pourquoi est-ce que tous les présidents français, quand ils arrivent à la tête de ce pays-là, estiment que le passé colonial est quelque chose qu'il faut dépasser, la victimisation c'est quelque chose qui ne permet pas de se développer, donc il faut passer outre, le passé c'est le passé, ne restez pas dans ce passé-là. Non, parce qu'ils ont à cœur, ils ont connaissance de leur histoire. Et cette histoire-là continue avec eux parce qu'ils ont les intérêts qu'ils doivent défendre sur le continent africain. C'est le même général de Gaulle qui, au-devant de ses partenaires diplomatiques, estimait que quand les Français vont sur le territoire africain, c'est-à-dire les 14 pays dans lesquels ils avaient une influence, la première des choses qu'ils ont à cœur, c'est de sauvegarder leurs propres intérêts. Et donc, derrière cela, qu'est-ce qu'il a mis en place pour sauvegarder les intérêts du peuple français et donc de l'État français, naturellement de l'oligarchie française, parce que le peuple en soi, le peuple français en soi bénéficie des bribes qu'on veut bien lui donner, parce que c'est les Total, je ne sais pas moi, les grosses multinationales qui gèrent les intérêts français sur le continent africain. Mais la question des présidents démocratiquement élus, c'est encore le président, je crois que c'est De Gaulle ou bien Mitterrand qui disait la démocratie est un luxe pour les Africains. Je crois que c'est Mitterrand qui disait la démocratie est un luxe pour les Africains. Alors, quand je dis cela, est-ce qu'à ce jour, on est arrivé à un stade où l'Africain a à cœur de connaître un climat démocratique? Est-ce qu'il connaît même déjà la démocratie, si ce n'est la démocratie occidentale qu'on lui a proposée? Mais les Africains essayent d'aller vers la démocratie à l'africaine. Dans ce cas, vous allez voir une pléthore de démocraties qui va poindre à l'horizon. Vous avez la démocratie indienne, la démocratie chinoise, la démocratie française, la démocratie italienne, ainsi de suite. Mais tel qu'on nous vend la démocratie sur le continent africain, c'est un universalisme. La démocratie vient des grandes puissances, donc il faut juste l'appliquer. Mais les putschistes, quand on voit tout un président aller devant les médias dire que sa force armée ne peut pas faire face à des terroristes, qu'est-ce que vous voulez que les putschistes, comment est-ce qu'ils ont le moral à ce moment-là? Et pourtant c'est un président élu, il a été élu pour la sauvegarde de l'intégrité du territoire. Mais dans sa sauvegarde de l'intégrité du territoire, qu'est-ce qu'il dit? Que sa propre force armée ne peut pas faire face aux terroristes. Donc il faut faire appel à l'Hexagone. Est-ce que c'est l'Hexagone qui l'a voté? Est-ce qu'il a fait appel à ce peuple-là pour faire un backup derrière les forces militaires pour essayer, n'est-ce pas, de construire quelque chose comme l'armée-nation qu'on a au Cameroun?
aujourd'hui qui essayent de porter la sécurité, la stabilité au niveau du pays. Mais non, nous on a toujours nos dirigeants qui veulent être adoubés par l'Hexagone, et à ce moment-là, la démocratie pour moi c'est pomper les sous. Tu pompes les sous, tu es élu. Il n'y a aucune conviction. Si on demande à un votant là, sur le continent africain, pas tous, on demande à un votant quel est le programme politique de ceux que vous avez élus. Il y a peu qui vont vous dire ce que c'est qu'un programme politique, il y a peu. Mais sauf que la masse critique qui est en train de se former avec les médias émergents comme le vôtre permet à ce qu'il y ait un éveil de conscience qui pousse ces populations-là à s'intéresser à la chose politique. Il y avait un désintérêt de la chose politique sur le continent africain. Là. Et quand il y a un désintérêt sur la chose politique, il y a un désintérêt même sur vos propres intérêts, sur le plan international, sur le plan national. Et les politiques ne peuvent qu'en jouer. Parce qu'ils vont vous dire, comme le professeur Famendongo, les élections, ce n'est que la séduction. Il n'y a rien de sérieux là-dedans. Et si ce n'est que la séduction, qu'est-ce qu'on fait sur le continent africain? On vous séduit pour passer aux unes et puis nous on gère le pouvoir comme bon nous semble. Bon, je vois que mon panéliste est un grand intellectuel, donc il est redéfinir ce qu'est la démocratie ou pas la démocratie, moi c'est pas ce qui m'intéresse. Moi je dis ceci, chaque peuple doit se prendre en main selon ses objectifs, selon ses intérêts, selon un petit peu sa réalité, mais on est dans un monde certes globalisé et mondialisé où chacun doit jouer des coudes. Pour aller porter ce combat-là, il faut déjà avoir sa propre vision, son propre projet de société. Donc, je ne dirais pas que la démocratie est bien ou pas bien pour l'Afrique, je n'en dirais pas ça. Pour moi, je pense que la démocratie en général est bien, mais c'est bien dans un environnement bien précis. Et si on n'a pas cet environnement-là, on fait une caricature de démocratie. Donc, il faut qu'on reste comparable. Moi, j'appelle simplement à ce que l'Afrique se donne son propre modèle de gouvernance, propre à ses réalités. Je prends les pays, ici par exemple, je prends le cas de la Belgique, ils ne sont pas de la Belgique, je prends le cas de la France, je prends le cas d'autres pays démocratiques, ils n'ont pas de tribus là-bas, ils n'ont pas d'ennemis là-bas. Donc vous voyez qu'ils n'ont pas ces problèmes-là. Donc quand vous apportez une démocratie dans des modèles africains où on a des chefferies, on a des lamidos, on a des rois qui gèrent le territoire, où on a un droit coutumier qui est toujours d'actualité, vous comprenez bien qu'on n'est pas dans le même environnement. Donc on va forcément dévoyer la démocratie. Donc, je redis, je ne veux pas vous parler de la démocratie ou pas parler de démocratie, l'Afrique doit se fabriquer son propre modèle de développement. Le partage du gâteau, effectivement, la CEDEAO se positionne, je pense, vers un penchant français, mais le partage du gâteau aujourd'hui, c'est l'uranium, c'est l'or, c'est le pétrole du Niger. Est-ce que les grandes puissances ne sont pas en train de dire à la France, vous avez eu le gâteau, aujourd'hui on arrive? Je dirais dans le partage du gâteau, le pays en question est inexistant. Parce que c'est ces grandes puissances-là qui vont batailler pour mettre la même base sur ce pays-là. Mais avant de rentrer en profondeur dans la réponse, je pense qu'on n'est pas encore dans le chaos au niveau du Niger parce que le coup d'État n'a produit aucun mort. Et à ce moment-là, déjà, l'ensemble des coups d'État sur cet espace géographique n'a connu aucun mort comme par le passé. Et donc, c'est pas une prouesse, mais c'est une maturité aussi du peuple qu'on peut voir ici. Il y a des manifestations pour appeler au retour constitutionnel du président Bazoum qui se font démocratiquement, comme les militaires acceptent que ces manifestations-là se tiennent. Il y a une récemment au Nigeria, il y a d'autres en Côte d'Ivoire, il y a d'autres au Mali, et j'en passe. Mais le process, parce que les acteurs, ils ont les cartes que nous n'avons pas, et ils savent ce qui se déroule véritablement dans ce pays-là. Et maintenant, la CEDEAO, est-ce qu'elle est au courant de ce qui se déroule au niveau du Niger pour, n'est-ce pas, prendre position comme elle est en train de le faire? Je n'ai pas envie de dire ici qu'ils mènent une politique pour conforter les positions de l'Hexagone au détriment du continent africain. Mais sauf que quand on observe leur démarche, leur méthodologie dans la résolution de ce conflit, de ce petit problème, de ce petit couac au niveau du Niger, on voit bien qu'ils n'ont pas pris les positions du peuple qui a manifesté
à ce qu'ils connaissent une réelle indépendance au Niger, et donc ils demandent juste un retour constitutionnel, comme si le retour constitutionnel est gage de démocratie. Que non, on voit bien les présidents qui arrivent au pouvoir mais qui signent des contrats au détriment de leur propre peuple. Et est-ce que les putschistes, ils sont encore dans une phase introductive? Est-ce qu'ils sont dans cette lancée-là? On ne peut pas encore s'affirmer quant à leur propre vision, mais quand on fait une petite rétrospective pour voir leur cheminement en termes d'expérience, en termes de carrière, on va se rendre bien compte qu'ils ont travaillé avec les présidents qui vendaient l'Afrique. Ils sont passés sous Issoufou, ils n'ont pas, parce qu'ils avaient le gombo, ils n'ont pas fait de putsch. Ils sont passés sur peu importe quel président, ils ont mené leur carrière bien, mais quand il arrive le moment d'aller à la retraite, ils se sentent un peu mal pris et ils s'en prennent au pouvoir constitutionnel, ils font le putsch. Qu'est-ce que vous voulez? Donc c'est une question aussi de formation, que les militaires soient formés politiquement. Et ma foi, pourquoi est-ce qu'en Afrique de l'Ouest, le militaire a toujours à cœur d'arriver au pouvoir pour gérer mieux? Pourtant, on estime que le militaire n'a rien à voir avec la chose. Le Niger dispose des ressources naturelles, notamment l'uranium et le pétrole. Il n'a pas d'électricité pour sa population et a un niveau d'extrême pauvreté à 41,8%. Mais nous ne sommes pas un continent déjà développé, on aspire à connaître le développement. Mais maintenant, qu'est-ce que le développement? Ça, c'est des questions qu'on vit, c'est un autre débat. Est-ce que nos populations ont déjà le mindset du développement, ce que c'est? Parce que vous voyez, en Afrique aussi, quand on construit une route, le jour qui suit, on vient, on creuse la route, on casse tout, on casse la chose publique, il n'y a pas de respect pour la chose publique. Pourtant, nous aspirons au développement. Les politiciens qui arrivent au pouvoir, ils volent, ils pillent, ils font tout ce qu'ils veulent, mais quand ils viennent pour solliciter des suffrages des électeurs, ils sont tous comme des agneaux. Ils n'ont jamais volé, ils n'ont jamais rien fait, ils n'ont jamais rien fait de mal. Et donc, c'est ce mindset-là qui est un peu différent à ce qu'on connaît ici en Europe. Ici en Europe, ils travaillent. Bien qu'ils volent, mais ils travaillent. Et donc, on voit des réalisations. Mais en Afrique, ils volent sans réalisation. Donc, c'est un peu cette différence-là qui pousse ce désintérêt des peuples africains à aspirer à la quelconque démocratie via les élections et j'en passe. Parce que les élections aujourd'hui, c'est considéré comme un gage de développement d'une petite caste, des élites. L'Afrique entre de plein pied dans la mondialisation active, un monde multipolaire. Est-ce que l'Afrique trouvera une place de choix, notamment au Conseil de sécurité? Je pense que ça sera la première étape pour l'Afrique. Oui, elle doit faire du lobbying pour ça. Je pense que c'est légitime, vu le nombre de la population africaine, d'être à ce niveau-là. Donc, tout Africain que nous sommes, on ne peut qu'encourager ça. Voilà. Et souhaiter ça d'ailleurs, le plus vite possible. Naturellement, il faut qu'elle arrive à... Déjà, cette institution, elle sert à quoi? Est-ce qu'il faut y aller? Non, le monde aujourd'hui est multipolaire. Si on arrive à créer une autre institution, un pendant qui apporte plus de paix, qui rassure les populations, de sauvegarder la paix, parce que la MINUSMA, cette ONU-là qui a envoyé les casques bleus sur le continent africain, dans un pays, je ne sais plus lequel, oui, au Niger, pas loin à la frontière, là où il y a les terroristes, ils ont plié bagage. Sous le prétexte que il y a de l'instabilité, de l'insécurité, les casques bleus sont mis à mal. Et donc ils ont plié bagage. Ils ont abandonné le peuple. Pourtant leur mission c'est de rassurer, d'apporter la paix, maintenir la paix. Et donc tout ce bavardage-là, sur le terrain, qu'est-ce qu'on voit? L'ONU n'apporte rien du tout. Donc moi ma question c'est, est-ce que nous, continent africain, on doit s'activer et intégrer cette institution-là? Il y a moyen de créer une autre institution avec le multipolarisme, la multipolarité qui arrive, les nouvelles relations qui se créent, les BRICS qui sont nés, et j'en passe. Et donc l'ONU ne va que mourir comme la SDN, parce qu'elle n'a rien apporté, pas de paix, rien du tout. Et donc je pense que nous, Africains, on doit plutôt penser en termes de coopération bilatérale qui va converger vers une constitution de bloc et faire naître une autre institution que l'ONU.
Et c'est à ce moment-là qu'on va voir les regroupements véritablement d'intérêt, parce qu'on sera à ce moment véritablement indépendant. On ne sera plus sous la botte de la France qui va gérer notre diplomatie internationale, par exemple. Parce qu'à l'ONU, on sait bien que c'est la France qui portait nos dossiers. On n'avait pas vos chapitres. Pour introduire un dossier de résolution, sur le continent africain, c'est la France qui partait négocier que qu'est-ce qu'on va faire ici, parce que nos petits négros, là, ils ont besoin un peu d'aide, là, qu'est-ce qu'on fait? Mais non, aujourd'hui, je pense que si on est indépendant, comme les putschistes arrivent au pouvoir et ils s'affirment individuellement en tant qu'État véritablement indépendant, le Mali montre le cap, je pense que on est sur la bonne voie, et puis on n'a pas besoin d'aller s'apitoyer sur le sort de l'ONU, parce que c'est une institution qui va véritablement finir comme la CEDEAO. Moi, je ne serais pas aussi tranché que lui, parce que quand on parle dans l'ancienne SDN, on a maintenant eu l'ONU, c'est pas tellement le mot que je regarde. Parce que quelque part, une fois qu'on est dans un monde où chaque bloc est sorti, il faut quelque part une coupole qui coordonne tout ça. Appelez-le l'ONU, appelez-le la FRA, tout ce que vous voulez. On ne peut pas comme ça fonctionner de manière anarchique dans le monde. Il faudra à un moment donné, à un niveau de pouvoir de collaboration, qui est quand même des règles et des régulations pour faire ça. C'est en ce en quoi j'entends parler de l'ONU. S'il y a des critiques à faire à l'ONU, ce serait plutôt de réadapter un petit peu son modèle de fonctionnement de gouvernance pour que l'Afrique puisse avoir sa place de choix. C'est plutôt ça que je vois. Dire qu'on va supprimer l'ONU, non, c'est une utopie, ça je peux dire tout de suite à mon frère, c'est une utopie. Mais par contre, demander à l'ONU de s'adapter à la réalité du monde d'aujourd'hui en acceptant une grosse partie de l'humanité qui n'est pas dans lui donner une place proportionnelle à ce qu'elle prend dans l'humanité, ça c'est normal, c'est légal. Maintenant, quand on parle des BRICS, il y a aussi des organisations sous-régionales. Nous avons la CEDEAO, vous parlez de la CEDEAO tout à l'heure, on a l'organisation des États africains, j'oublie le nom, on a aussi la même chose pour en Afrique de l'Est. Donc c'est quand même des organisations sous-régionales qui ont un autre rôle à jouer par rapport aux collaborations des pays. Donc n'oublions pas que tous ces niveaux de pouvoir existent déjà. Donc c'est pour ça que l'ONU n'allons pas vite en besoin en disant qu'il faut supprimer l'ONU, parce qu'il faut qu'au niveau mondial on puisse quand même avoir des règles de jeu. Donc voilà un petit peu pour un peu nuancer ce qu'il disait, je dis pour un peu apporter un peu de nuance. Et c'est clair que l'Afrique doit s'imposer dans le monde. Je l'ai dit tout à l'heure que l'Afrique doit penser en ce modèle de développement. L'Afrique doit pouvoir déployer elle-même, faire son propre lobbying, parce que dites-vous bien que les pays qui sont au Conseil de sécurité, ils ne sont pas venus là par hasard, ils ont dû batailler pour arriver. Parce que quand on parle de l'ONU, nous gardons toujours en tête la dimension historique, d'où elle vient, comment elle s'est formée, comment est-ce qu'elle s'est mise en place. Donc je répète que nos États, aussi injustes que ce soit, nous sommes des jeunes États. Donc des jeunes États, mais seulement on aura l'avantage de gagner. C'est qu'on va prendre des raccourcis, de prendre tous les chemins qui sont pris, on va nous prendre des raccourcis pour pouvoir y arriver rapidement. Mais avant tout, il faut qu'il y ait une volonté politique de nos dirigeants. D'accord. Nous allons un peu nous rendre à Niamey pour prendre les dernières nouvelles. Monsieur Mamadou, bonsoir. Vous êtes au Niger en ce moment. Quelle est la situation au Niger après l'ultimatum de la CEDEAO à la junte? Les populations ont-ils peur d'une intervention de l'OTAN? Est-ce que cette intervention aura une légitimité selon vous? Merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur la situation sociopolitique au Niger. Donc aujourd'hui, la situation à Niamey ou au Niger en général, tout va bien parce que les gens vont dans leurs préoccupations. Donc depuis l'événement de cette coup d'État, il n'y a pas un jour où il n'y a pas de manifestation, de déclaration de soutien, que ce soit à Niamey ou à l'intérieur du pays. On a vu avant-hier, il y a eu une grande mobilisation au niveau de l'Stade général sécurité. Du jamais vu au Niger une telle mobilisation pour soutenir le militaire. Donc on peut dire aujourd'hui, le coup d'État au Niger est consommé. Qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, ou qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, en tout cas les militaires ils ont le soutien de la population au Niger. Donc les militaires ils ont le soutien. Ils ont le soutien vraiment de la population. Parce que dans les radios, dans les télés, tous les jours il y a des communiqués. Et nous avons constaté qu'il y a des veillées dans des ronds-points à Niamey, à l'intérieur du pays. Ils sont là pour apporter leur soutien aux militaires.
Donc quand il s'agit de l'ultimatum de la CEDEAO, mais je vous assure, je ne sais pas si c'est cet ultimatum même qui a donné plus l'envie de sortir et soutenir le militaire, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, ça n'a rien changé et les gens n'ont pas peur, les gens n'ont pas eu peur de cet ultimatum. Et quand tu écoutes les gens, tu sens que les gens sont prêts, ils se préparent aux difficultés à venir. Ils sont prêts, même s'il faut faire la guerre, parce que dans le discours du général, il a dit s'il faut faire la guerre pour avoir la liberté totale, ils sont prêts. Et les populations reprennent ce discours-là. Les gens sont prêts à faire la guerre avec la CEDEAO s'il le faut, pour avoir leur liberté totale. Et surtout quand il y a eu le soutien du Mali, du Burkina et de la Guinée, ça a encore galvanisé les Nigériens à être un bloc derrière le militaire. Donc vraiment, moi le seul conseil que j'ai à donner, si je peux le donner à la CEDEAO, c'est de brandir cette menace-là aux djihadistes, mobiliser leurs forces et venir au Sahel aider les populations qui souffrent de cet banditisme qui est le djihadisme dans le Sahel. Au lieu de brandir cette menace à l'intervention militaire au Niger. Peut-être avec ça, la CEDEAO peut trouver un peu de crédibilité au niveau de la population de la CEDEAO, parce qu'aujourd'hui la CEDEAO a perdu toute crédibilité, je ne me cache pas, toute crédibilité aux yeux de la communauté de la population de la CEDEAO, parce que au lieu d'aider, aujourd'hui ils n'ont qu'une seule alternative, au lieu d'utiliser la voie diplomatique pour résoudre ce problème, ils ont été vite. Ils ont été vite pour lancer un ultimatum. Et du coup, ça a poussé les gens à être soudés, à être un seul bloc derrière le militaire. Je dis, la seule chose qui leur reste maintenant, peut-être, c'est de repositionner, de revoir leur position. Surtout que le jeudi, ils ont eu une réunion. La seule chose que je trouve, c'est d'apporter leur soutien aux militaires, les accompagner, les cadrer, les soutenir à relever les défis qui sont devant eux, jusqu'à les amener à organiser les élections et remettre le pouvoir aux civils. Mais dire qu'ils vont restaurer la démocratie, ramener l'ancien pouvoir, ça, je ne pense pas. Si ça serait possible, je ne pense pas. Donc, je vous remercie une fois de plus de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur cette situation qui provoque au Niger. Merci bien. Revenons sur le plateau. Plusieurs acteurs s'intéressent à l'Afrique. Le monde connaît deux systèmes monétaires, le FMI, le SWIFT et le MIR. Quel système conviendra à l'Afrique, sachant que la France garantit le taux d'échange du franc CFA? Bon, je ne suis pas spécialiste en la matière, je dis tout de suite, donc je vais commenter, prenez ça plutôt comme un passionné. Ce n'est pas un spécialiste qui va parler là. Je pense que les questions monétaires ne sont pas des sujets aussi légers. Ce ne sont pas des sujets. Ce n'est pas quitter d'un système par un autre, ce n'est pas dire on va quitter du franc CFA, on peut changer le nom, on peut lui donner un autre blason. La monnaie repose sur l'économie des pays. Si vous n'avez pas une économie qui tient la route, vous aurez à avoir n'importe quelle monnaie mise en place, ça ne sert à rien. Donc je vous ai dit tout à l'heure, il faudrait d'abord repenser même notre propre système de développement. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le peu de culture que j'ai de général, c'est que Mohamed Kadhafi, personnellement, avait déjà initié un projet de fonds monétaire africain à l'époque et voulait construire une monnaie africaine. Donc je pense que rien que déjà les États africains pourraient elles-mêmes se donner une monnaie et créer elles-mêmes leur système de paiement. Donc je dis qu'il faut toujours inventer des solutions qui seront les nôtres. Parce qu'à quoi ça sert de quitter un système dans lequel on a confisqué notre monnaie et se remettre dans d'autres systèmes dans lequel je ne sais pas dans quelles conditions on va se remettre. Je pose des questions simplement. Ça peut être une étape. Oui, je pose la question simplement. Donc ça veut dire que quel que soit le système qu'on prend, il faut vraiment qu'on soit maître de notre monnaie et même de nos transactions. Et qu'on soit égal par rapport aux grandes puissances dans les transactions. Donc par exemple,
Parfois, on fait peur aux États africains en disant non, vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas le système, etc. Vous devez avoir un niveau peut-être d'investissement, un niveau de financement avant de rentrer au système. Ben, on pourra adapter en fonction de nos économies et on rentre en fonction de ce qu'on veut y mettre, de ce qu'on veut y prendre. Vous voyez, c'est un peu ça qui se joue. Donc voilà. Maintenant, je ne veux pas approfondir le sujet parce que je ne suis vraiment pas un spécialiste, mais je parle que de bon sens sur ce sujet. Monsieur Toga? Comme mon confrère ici, je ne suis pas spécialiste dans les questions économiques, mais quand je regarde le parcours des 14, moi je parle pour les pays qui ont utilisé le franc CFA, je ne parle pas pour les autres pays là. Donc ces pays-là, est-ce qu'ils ont intérêt à avoir les opportunités de divergence économique en termes d'attractivité, que on peut aller demander l'aide ici, on peut aller demander l'aide là-bas, que oui. Parce que cela ne se faisait pas par le passé, parce que tout était unipolarisé. Les institutions, par exemple, quand je parle que l'ONU doit disparaître, qui gère l'ONU? C'est les États-Unis. Le siège est là, pourquoi ça n'est pas rotatif? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas, par exemple, que le siège, la gestion des 5 puissances, là, ça va un peu changer. On va prendre un peu d'autres puissances qui vont aussi gérer la gouvernance de cette institution-là pendant 5 ans. Pourquoi ce n'est pas démocratique là-bas? Pourquoi? Pourquoi c'est depuis la fin de la SDN jusqu'à nos jours, c'est dictatorial là-bas? Pourquoi? Donc ce truc doit disparaître. Moi, je reste mordicus là-dessus parce que ce n'est pas véritablement ce qui est prôné dans le discours international, démocratie et j'en passe. Et pourquoi est-ce que sur les questions monétaires maintenant, pourquoi est-ce que le SWIFT et le MIR, on ne peut pas aspirer à intégrer les deux systèmes en même temps? Le monde est multipolaire aujourd'hui. Tu as la sanction là-bas, tu as l'opportunité d'aller te rabattre sur l'autre. On te sanctionne ici, parce que le monde est sanctionné. On sanctionne tout le monde. On sanctionne tout le monde. Et donc, s'il y a des alternatives, je pense que l'Afrique est bien partie. Et naturellement, là où je rejoins mon confrère ici, c'est que l'Africain doit être indépendant aussi sur le développement d'un système monétaire qui lui est propre. Et ça nous éviterait de toujours courir derrière les autres pour dire on a besoin de 100 milliards. On essaye de mettre ça en place sur le continent africain et on s'en sort. Sinon, on va toujours rester des éternels quémandeurs. Tu es une sorte de tontine africaine à grande échelle. Pourquoi pas? Pourquoi pas? La tontine a toujours fonctionné. On nous a fait comprendre que la tontine n'était pas un bon système, mais vous en parlez comme pour rigoler, mais c'est des systèmes qui vivent toujours aujourd'hui. Vous savez que nos pays sont soutenus par l'économie informelle. Et l'Italie, qui est une grande puissance au cœur de l'Europe, a eu, avant la création de l'Union africaine, sa force de développement, c'était son économie informelle aussi. Vous savez que l'Italie, à l'époque, c'est des petits trocs, des petits changes, et c'est un système qui fonctionnait à l'italienne, avant que l'Europe est venue un peu les prendre dans cette histoire. Quand je prends les tontines, il y a même les monnaies, la crypto-monnaie qui naît, je n'y connais pas, mais je vois bien que allez, les gens sont un peu tentés, ne sont pas attirés par tout ça. Il y a de quoi faire pour les Africains. Et j'insiste, et je dis toujours, tout ça part d'abord d'une volonté même de nos dirigeants de vouloir le faire. Le gouvernement nigérien a réuni à ce jour les preuves pour poursuivre devant les instances nationales et internationales compétentes le président déchu et ses complices locaux et étrangers pour haute trahison, atteinte à la sécurité intérieure et extérieure du Niger, a déclaré le colonel-major Amadou Abdraman, un des membres du régime. Est-ce que ce communiqué anéantit l'espoir de la France de voir sur le territoire nigérien une intervention militaire? Bon, je peux répondre. La première chose qu'il faut qu'on acte, Bazoum est parti. Parce qu'il y a déjà un Premier ministre au Niger, il y a déjà des ministres, ils sont déjà aux affaires. Donc je pense que ce qui se joue pour le moment, je reviens encore, ce sont les enjeux de pouvoir et de positionnement des uns et des autres. Et chaque bloc, c'est-à-dire que ce soit le gouvernement nigérien, essaye de se légitimer, comme disait mon confrère tout à l'heure, essaie de se légitimer pour pouvoir aussi se positionner, se faire accepter. Donc le pauvre Bazoum, j'ai mal pour lui, il est devenu pour moi un punching ball, ça va être monnaie d'échange. L'autre fois, c'est les États-Unis qui ont bien communiqué dans le Washington Post qu'il avait écrit. Je m'étonne, quelqu'un qui est gardé par des putschistes se met à écrire un article dans le Washington Post et on lui permet de l'envoyer pour combattre les putschistes. Donc ça tient par route toutes ces histoires. Donc je pense que pour le moment, il y a un positionnement qui se pose. En ce qui concerne la haute trahison pour Bazoum à venir, si tel est le cas, je pense qu'il devrait être vraiment sanctionné. Mais en attendant,
On attend d'abord l'épreuve, c'est pas un communiqué, le communiqué mais c'est pas une preuve. Hein. Ils ont réuni, ils ont réuni, qu'ils les communiquent. Oui. Qu'ils les communiquent. Et puis deuxième chose, comme je respecte beaucoup les institutions, laisser la justice faire son travail. Tant que la justice n'est pas passée, on ne peut pas dire qu'on condamne. Donc première chose, qu'ils nous montrent les preuves. Si c'était le cas, non, il n'y a pas de souci. Et s'il y a les preuves, bien sûr, il devra répondre à ces actes. À l'entame de l'émission, j'ai parlé du mépris des Français, des Européens français à l'égard des Africains. Qui contrôlera cette Afrique après le coup d'État du Niger? Est-ce qu'on risque une extension vers la Côte d'Ivoire, le Sénégal, puisque les Français disent qu'ils ne doivent absolument pas perdre ni la Côte d'Ivoire, ni le Sénégal? Si je peux m'avancer sur la question, notre, je pense, précédente émission de géopolitique, on abordait déjà la question et un diplomate français qui a travaillé au niveau des États-Unis disait qu'on ne doit pas tout perdre en Afrique. Et on doit au moins sauvegarder, j'ai dit bien au moins, on doit ne pas partir du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire. C'est tout dit que les patates sont chaudes pour la France quant à sa situation sur le continent africain. Et donc, qui contrôlera l'Afrique? Je dirais, en début d'émission, on a essayé de savoir est-ce que le coup d'État a été fomenté par les puissances étrangères ou alors c'est un soubassement du peuple qui a émergé pour donner corps à ce putsch-là qui porte à cœur maintenant les destinées du Niger et dans tous les pays où il y a eu les coups d'État. On voit bien que les questions d'intérêt national sont prises au sérieux aujourd'hui dans ces pays-là. Et ma foi, quand on regarde le développement, même pas en termes économiques, mais en termes de conscientisation, c'est quelque chose de fabuleux. Parce que l'Africain, dans ces territoires-là, pour ne parler que d'eux, sont aujourd'hui au fait de l'actualité de leur pays. Ils sont au goût du jour de ce qui doit se passer dans leur pays. Et donc, si on était dans les années 50, il aurait fallu... on n'avait pas encore les médias comme le vôtre, par exemple, pour diffuser l'information. La France aurait juste envoyé... quelques militaires là, bastonner les putschistes avec des armes sophistiquées pour les renverser, réinstaller leur, je n'ai pas envie de dire pantin, mais réinstaller leurs valets locaux sur le trône qui doit mener les destinées du continent. Et donc, à ce moment-là, ce n'est pas l'Africain qui gère le continent, ce n'est pas l'Africain qui prédestine aux destinées de ce continent-là, c'est plutôt la France, ayant à cœur de rester sur le continent, qui s'octroie les bons services de quelques-uns des Africains qui sont peut-être passés ici à l'Hexagone, ils ont eu des affinités avec les Français, ils ont eu des affinités avec des loges sur le continent ici, et puis donc ils sont maintenant des fraternes. Et quand ils sont des fraternes, ils ne peuvent que servir les intérêts de la fratrie, au détriment de l'intérêt du grand peuple. Et donc c'est à ce moment que l'Hexagone va diriger les Français, même pas les Français, va diriger les Africains. Les Africains n'auront plus le contrôle parce qu'on a des Africains qui contrôlent les Africains pour le service de la France. Et donc maintenant, de mon point de vue, cette époque-là, elle est révolue, elle est dépassée, la preuve. Le président, c'est Ibrahim Traoré du Burkina, qui éveille toute la jeunesse africaine et qui conseille à nos papas de mener aussi d'appuyer un peu plus sur la vitesse dans cette lancée-là pour que la conscientisation de la masse soit atteinte et qu'on gère nous-mêmes nos ressources, puisqu'on ne fait que glosser sur toute la planète que l'Africain est un continent riche. Mais la réalité scientifique nous prouve que nous sommes riches mais pauvres. Comment est-ce que ça se passe ce contraste-là? C'est en cela que de nos jours, avec la jeunesse qui bouillonne, et donc on a à cœur de sortir de cette domination, moi je précise française, de cette domination-là. Oui, bon, moi je reviens encore à la dernière réunion qui s'est passée à Moscou entre Poutine et les États africains. Donc vous avez remarqué un grand absent qui était le président Alassane Ouattara, qui est peut-être le jeune frère. Et vous avez aussi remarqué une nouveauté dans le monde diplomatique mondial où on a eu
un présent, c'est-à-dire c'était le président. Nous avons eu la présence de Paul Biya à cet événement. Et je pense qu'en politique aussi, quand on disait qu'il faut une vision, il y a aussi des symboles. Donc même sans beaucoup parler, avec sa présence, on doit aussi se questionner le pourquoi du comment. Donc moi qui suis entre les deux âges, je peux dire comme ça, je me dis, on voit quelqu'un qui sent le vent venir. Qui sent le vent venir. Donc il prend un train en marche et la jeune génération devra pouvoir faire ce travail-là. Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara, je ne sais pas pourquoi il n'était pas en Russie, parce qu'il aurait lancé aussi un signal qu'il écoute, qu'il sent la grogne qu'il y a en Afrique. Même s'il est pro-français, parce que de toute façon, on ne peut pas qu'il soit pro-français ou pro-russe, on ne peut pas enlever à chacun sa sensibilité. Mais avant tout, qu'il soit africain. Et je pense que le Sénégal et la Côte d'Ivoire, s'ils n'écoutent pas l'aspiration de leur peuple, s'ils n'écoutent pas la jeunesse qui bouillonne, parce que je ne pointe pas ça sur des individus, qui est le président Alassane Ouattara et le président Macky Sall, là, ils sont en danger, parce que quand vous voyez un peu la géographie de la région, ils sont pas loin, ils sont vraiment en danger. Et je pense que s'ils ne bougent pas, et on avait dit aussi à Bazoum la même chose, je pense qu'ils sont vraiment à 2 doigts d'y passer. Voilà, tout ce que je peux dire, de toujours écouter le peuple. Toujours écouter le peuple, c'est ici que s'achève cette émission de Vue de la Diaspora. Je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro. À très bientôt.